Vous regardez Midi 1 TV Afrique, merci de nous recevoir chez vous. Alors, l'année académique 2019-2020 a été bouleversée par la pandémie liée à la Covid-19. Pour éviter une année blanche, beaucoup de pays africains ont pris des résolutions, notamment dispenser les cours en ligne. Une situation contraignante pour les autorités africaines. Malgré tout, certains pays ont présenté des résultats satisfaisants, comme le Burkina Faso, avec un taux de succès national au brevet d'études des premiers cycles de 36,47% contre 26,62% en 2019 et plus de 48% de taux de réussite au baccalauréat pour le Sénégal. Selon la Banque mondiale, la fermeture des établissements d'enseignement en début d'année 2020 ont affecté près de 2 milliards d'enfants et de jeunes, soit 90% des effectifs scolaires mondiaux. Qu'est-ce qui a été fait sur le continent pour sauver l'année malgré la pandémie? On en parle avec nos invités, Silé Gorbal Sy, président de la Coalition nationale éducation pour tous du Sénégal. Merci d'avoir accepté notre invitation, monsieur Sy. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie pour cette invitation. Je vous remercie au nom de tous nos membres et de moi-même, personnellement. À ma gauche, monsieur Malik Fall, vous êtes secrétaire général du syndicat autonome de l'enseignement supérieur. Merci également à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous également, madame, et merci également à mon co-débatteur, mon ami Silé Gorbal Sy. C'est un plaisir de participer à cette émission. 2019-2020, une année académique assez particulière. Qu'en dites-vous, monsieur Sy? Oui, une année académique assez particulière. D'abord, moi aussi, je me félicite d'avoir partagé ce plateau-là avec mon frère, mon ami, notre collègue aussi, le professeur Malik Fall, qui est le secrétaire général du SAES. Donc, quelqu'un qui est très connu pour son dynamisme, son engagement au service de l'éducation. Vraiment, c'est un honneur pour moi de partager avec lui ce plateau. Mais comme vous l'avez dit, cette année, c'est une année assez particulière dans le secteur de l'éducation, en Afrique, dans le monde d'abord, en Afrique et même particulièrement aussi au Sénégal. Vous avez parlé tout à l'heure de la Banque mondiale qui a donné des statistiques, près de 2 milliards de jeunes et d'enfants qui ont déserté les classes à cause de cette pandémie. Je pense que ça vraiment, c'est des leçons apprises par cette pandémie. Malgré cette crise qui a été une crise aiguë, nous avons remarqué quand même qu'il y a eu des résultats probants dans les systèmes éducatifs africains, notamment au niveau des examens. Au Sénégal, nous avons eu des taux de réussite vraiment assez satisfaisants. Donc, pour le Sénégal, on va y revenir. Oui. Alors, pour contrer la propagation du coronavirus, certains États ont pris des dispositions fortes. Et la fermeture des établissements scolaires, pour vous, est-ce que c'était inévitable? Mais merci beaucoup, madame. Mais je pense que si on se réfère effectivement aux différentes décisions prises à travers le monde pour pouvoir donc contrer cette maladie, je pense que globalement, on peut penser que c'était pas, disons, une mauvaise chose que de fermer donc les écoles. Maintenant, il est évident que la fermeture de ces écoles nous a permis de montrer un petit peu, ou en tout cas de voir quelles sont les limites qui sont liées à notre système éducatif. Aussi bien ici au niveau donc, du Sénégal qu'à travers le monde. Nous avons vu donc des systèmes donc, de résilience qui sont différents d'un pays à un autre. Donc des pays les plus développés aux pays les plus pauvres, on a vu que la manière dont les réponses ont été apportées à cette pandémie ne sont pas donc les mêmes. Cela veut dire que quelque part, cette pandémie a eu, disons, un avantage, entre guillemets, parce que ça nous permet aujourd'hui de nous regarder donc, en face et de pouvoir dire voilà les limites objectives que nous pouvons noter dans notre système éducatif. Et que donc, à l'avenir, il faudrait que nous soyons préparés à d'éventuelles, disons, à d'autres formes de pandémie. Parce qu'aujourd'hui, moi je suis biologiste, je suis biologiste, je suis parasitologue. Nous savons qu'aujourd'hui, il y a un phénomène de plus en plus de réémergence des maladies parasitaires et des maladies microbiennes. Donc il faudra effectivement que nos États se préparent. Vous avez dit qu'il faut tirer des leçons. On voit pendant cette pandémie, il y a certains États qui ont quand même
tenter le retour dans les classes, je vais dire prématurées. Et c'est aussi une leçon à tirer. Hein. Oui, il y en a qui ont tenté, mais certains ont tenté, ils ont continué. D'autres, au bout d'une semaine ou de 2 semaines ou 2 mois de cours, ont dû arrêter à nouveau donc les enseignements. Cela veut dire que tout ça... C'était prématuré, voilà. Il fallait plutôt attendre. Attendre. Parce que ça veut dire que nous devons apprendre donc de ces différentes situations. Bon, parce que vous savez, l'expérience c'est quoi? C'est tout simplement des situations que nous vivons et pour lesquelles nous tirons donc des leçons et pour lesquelles nous nous préparons pour l'avenir à voir comment pouvoir donc y faire face. Et donc je pense qu'il y a eu des tentatives. Est-ce que les bonnes solutions ont été prises? Il faut évaluer à la fin et en tirer toutes les conséquences. Et certains États africains ont fait recours au numérique éducatif pour éviter l'année blanche. Qu'est-ce que vous en pensez justement? Oui, parce que nous avons beaucoup appris aussi de ce virus-là, notamment dans le secteur de l'éducation. Parce que depuis des années, moi j'ai participé à des rencontres internationales avec l'UNESCO sur l'apprentissage mobile. Et même l'édition de cette année est terminée hier. Donc ça s'appelle ça la semaine de l'apprentissage mobile. C'est inciter les États à développer davantage le numérique dans nos enseignements apprentissages. Mais malheureusement, beaucoup d'États n'avaient pas appliqué. Mais nous avons vu qu'avec cette Covid-là, vraiment c'était nécessaire, plus que nécessaire, de développer l'éducation numérique à travers plusieurs canaux. Les télévisions, les téléphones portables, etc. Ça pouvait beaucoup aider pour qu'on puisse quand même dispenser les enseignements à distance. Donc, au lieu de tout simplement de se baser sur l'enseignement présentiel, donc il y avait aussi mettre le focus sur l'enseignement à distance. Donc, avec le numérique, donc il fallait développer. Et nous avons beaucoup appris, même dans les travaux, dans les bureaux, les gens étaient obligés de travailler chez eux, ce qu'on appelle le télétravail. Donc, oui, l'éducation numérique a beaucoup vraiment renforcé les gens. Mais malheureusement, ce n'était pas développé au niveau de nos systèmes éducatifs. Et les élèves, les étudiants, est-ce que tout le monde s'y attend? On va dire que tout le monde ne s'y attendait pas, mais ils ont été confrontés à des difficultés quelque part. Oui, à des difficultés parce qu'il y a eu des contraintes, par exemple, notamment, ce n'était pas toutes les zones qui étaient couvertes de connexion Internet ou même d'électricité, etc. Il y a eu des problèmes quand même pour pouvoir atteindre le maximum d'apprenants au niveau des pays. Donc il y a eu des contraintes, mais les gens ont essayé quand même de corriger par rapport à ces contraintes. J'aimerais bien que vous puissiez réagir par rapport à ce qu'il dit, l'éducatif numérique. Tout à fait, tout à fait. Moi, je pense que déjà, au niveau de l'enseignement supérieur, des pas ont été déjà, disons, franchis. Quand vous prenez le cas du Sénégal et beaucoup de pays africains, nous avons déjà la mise en place d'une université qu'on appelle l'université virtuelle. Exactement. Alors, donc, l'US. Maintenant, dans les universités également où l'enseignement en présentiel est de mise, nous avons également mis en place des dispositifs pour des formations à distance qu'on appelle donc les FOAD. Alors, ça veut dire qu'il y a un balbutiement qui était donc déjà en vigueur dans les universités pour pouvoir mettre en place des dispositifs d'enseignement à distance. Et je rappelle que pour le cas du Sénégal, nous avons également ce que l'on appelait la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur, qui avait déjà préconisé en 2013 l'utilisation donc des TIC dans les enseignements. Maintenant, c'était le degré d'utilisation donc de ces TIC sur lesquels on était en train de discuter, mais également la mise en place de l'université virtuelle. Maintenant, ça jouait un grand rôle. Ça aurait pu jouer un rôle beaucoup plus important si un certain nombre donc, de mesures avaient été prises en amont. Parce que quand même, comme mon ami l'a dit tout à l'heure, il y a eu des contraintes qui sont liées à l'accessibilité à l'électricité, à l'accessibilité à la couverture, disons, par Internet. Et ça également, ce sont des limites objectives. Mais ce sont des limites également qui ne sont pas du tout tolérables en Afrique. Parce que nous ne pouvons pas accepter en Afrique que nous ayons 365 jours de soleil. Le bon Dieu ne nous a jamais présenté de facture et que nous puissions avoir des problèmes d'électricité à ce moment-là. Ça veut dire qu'il y a des efforts qui doivent être faits, des efforts qui doivent être fournis pour que nous puissions suppléer donc l'énergie fossile, que nous puissions avoir donc des suppléances par rapport à l'énergie fossile, notamment l'énergie solaire et l'énergie éolienne. Donc, c'est pourquoi je disais tout à l'heure que la pandémie nous a permis de voir beaucoup de choses. Beaucoup de nos faiblesses
le compter sur soi. Parce qu'à un moment donné, on a vu que tous les pays se sont repliés sur eux-mêmes. On a vu des pays qui se disputaient donc l'accès à des masques de protection sur les tarmacs. Alors que quelques mois après au Sénégal, nous avons vu une floraison donc de structures. Ne vous en faites pas, on va revenir sur le cas du Sénégal. C'est pour dire ce que je voudrais savoir, je voudrais aussi que vous puissiez nous donner votre point de vue. On a vu la mobilisation des enseignants. Est-ce un sacrifice ou un devoir? Mais tous les deux. Tous les deux. Parce que d'abord, c'est un devoir pour nous, parce que nous sommes des enseignants. Nous sommes payés pour enseigner. Donc, c'est un devoir pour nous également de pouvoir venir disons, en aide à nos étudiants, à nos apprenants qui sont restés à la maison pour des raisons qui ne leur sont pas, disons, imputables. Parce que ça, c'est une pandémie qui est là, qui a touché tout le monde. Il fallait effectivement que nous puissions continuer, donc, disons, assurer la continuité pédagogique. Mais c'est également un sacrifice énorme. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, juste au moment où les enseignements avaient été arrêtés en présentiel dans les écoles et dans les universités, on a vu des enseignants qui se sont mobilisés déjà, avant même que les gouvernements ne prennent donc la décision de pouvoir assurer donc par d'autres canaux la continuité pédagogique. On a vu des enseignants qui, dès les premiers jours, se sont mobilisés à travers, donc, dans les quartiers, dans les écoles, pour pouvoir assurer la continuité pédagogique à travers donc, les groupes sociaux, notamment par WhatsApp, par d'autres canaux. Ils ont essayé de délivrer donc, des polycopies à leurs apprenants. Ils ont essayé donc, également d'envoyer des exercices à faire à la maison, et ainsi de suite. Donc, on a senti vraiment un patriotisme extraordinaire de nos enseignants à travers l'Afrique. Ce n'est pas seulement au Sénégal, mais on l'a senti à travers toute l'Afrique. On a vu vraiment l'implication des enseignants. Oui, vraiment une véritable implication des enseignants pour assurer cette continuité pédagogique. Nonobstant, maintenant, effectivement, donc, la décision prise par les autorités de mettre, disons, en place un dispositif d'enseignement à distance. Mais avant que ce dispositif ne soit mis en place, les enseignants étaient déjà bien avancés par rapport à ça. Malgré les contraintes sécuritaires, sanitaires, il y a certains pays qui ont enregistré des résultats satisfaisants. Je veux parler du Burkina Faso, qui a atteint un taux de succès national au brevet du premier cycle BPC de 36,47% contre 26,62% en 2019. Et c'est pas fini. Pour l'examen de certificat d'études primaires, le taux de réussite est de 66,06% contre 55,11% en 2019. Des résultats encourageants, n'est-ce pas? Oui, des résultats encourageants, parce que je pense que aussi cette pandémie, les enseignants sont beaucoup appuyés sur les canaux numériques pour vraiment dispenser des enseignements. Et comme l'a dit tout à l'heure mon ami le professeur, les concertations nationales de l'enseignement supérieur déjà avaient recommandé le développement du numérique, mais aussi les assises nationales, par exemple au Sénégal, les assises nationales de l'éducation aussi avaient recommandé le développement de l'enseignement de l'éducation numérique. Mais c'était pas vraiment, c'était très timide dans nos enseignements apprentissages. Mais nous avons vu qu'avec des solutions innovantes et novatrices proposées par les différents États, comme vous l'avez dit, comme le Burkina Faso par exemple et le Sénégal, nous avons assisté à des résultats propres. Mais c'est dû aussi surtout, comme l'a dit tout à l'heure le professeur, à l'engagement patriotique des enseignants. Il faut vraiment et aussi les élèves et les oui, mais les enseignants, surtout les enseignants, parce que moi j'ai entendu, on était sur le terrain, nous avons entendu des enseignants dire, nous, les forces de sécurité, parce que nous avons senti le rôle joué par les forces de sécurité dans cette crise. Les personnels de santé ne vont pas être plus patriotiques que nous. Donc vraiment, ils sont donnés corps et âme pour donner le maximum d'eux-mêmes pour pouvoir réussir. Mais il y a eu quand même aussi du côté des étudiants, je répète justement, je réitère cela, la volonté de ces étudiants. Oui, c'est ça. C'est des efforts vraiment. Il y a une synergie d'efforts de conjuguer entre les enseignants aussi, les élèves et les étudiants pour pouvoir quand même atteindre ces résultats.
D'accord. Et puisqu'on parle des résultats, on va parler du Sénégal. Oui. Plus de 48% de taux de réussite à l'échelle nationale. Les résultats définitifs de l'édition 2020 et du baccalauréat sont bien au-dessus des chiffres habituels. Mérite ou facilité? Que direz-vous par rapport à cela? Moi, je dirais mérite. Parce que nous avons aussi même revu les modes d'apprentissage dans les enseignements. Parce qu'il ne faut pas oublier que toutes les classes n'étaient pas ouvertes au Sénégal. Il y avait tout simplement les classes d'examen. Les élèves qui font le bac, le BFM et le certificat d'études. Les autres classes d'intermédiaires n'avaient pas rejoint les classes. Non, les autres élèves n'avaient pas rejoint les classes. Oui. Maintenant, les enseignants, des cours à distance. les enseignants se sont focalisés, ont mis l'accent sur ces classes d'examen. Et même le protocole sanitaire qui a été proposé par le ministère de l'Éducation nationale, en relation avec tous les acteurs, parce que nous-mêmes nous avons participé, nous avons donné des propositions avec les syndicats d'enseignants, toute la communauté éducative. Donc nous avons proposé un protocole sanitaire et même dans les classes, parce que d'habitude, au Sénégal, on avait l'habitude d'avoir des classes de 60 à 70 élèves, même parfois plus de 50 élèves. Mais avec le protocole sanitaire, on a maximalisé, au maximum, on a demandé que les classes connaissent 20 élèves par classe, qu'on respecte aussi les mesures barrières, etc. Donc, vraiment, et les autres enseignants qui n'avaient pas, par exemple, l'élémentaire, si nous prenons l'élémentaire, il y avait des enseignants qui avaient les classes intermédiaires. Mais ces enseignants-là, qui n'avaient pas les classes de CM2, venaient appuyer, en appui aux autres enseignants. Donc il y avait cette disponibilité, cet engagement des enseignants qui revient à chaque fois, qui a vraiment abouti à ces résultats. Je crois que vous êtes vraiment d'accord sur le point que vous parlez de l'implication des enseignants. Vous êtes d'accord sur ce point. Oui. Alors beaucoup de facteurs rentrent en compte, sont pris pour parler du bilan. Par rapport à ce que vous venez de dire, est-ce que vous pensez que le Sénégal a quand même, on peut parler d'un bilan positif ou d'un bilan satisfaisant? Vous savez, moi je prends les choses comme je les vois. Je pense qu'il faut quand même avoir un peu de respect par rapport d'abord aux étudiants, aux élèves qui ont pu réussir à leurs examens. Dire que, parce que ce n'est pas par rapport à vous, nous avons entendu certains collègues, camarades dire que bon, il y a eu une certaine facilitation des examens. Je pense qu'il faut d'abord avoir un respect par rapport aux collègues qui sont choisis pour pouvoir donc, disons, choisir les sujets d'examen. Nous ne sommes pas plus, disons, nous n'avons pas plus de probité morale par rapport à eux. Il faut également saluer, disons, le protocole pédagogique qui a été mis en place, parce que nous avons eu deux protocoles. Il y a eu un protocole sanitaire, il y a eu un protocole pédagogique. Il l'a dit tout à l'heure, dans le cadre de ce protocole pédagogique, nous avons assisté à en rapport avec le protocole sanitaire, à une réduction du nombre donc, disons, des effectifs dans les classes d'examen. D'abord, on a pris seulement donc, les classes qui étaient en examen, et ensuite, on a réduit donc, le nombre d'élèves dans les classes d'examen. Ça veut dire aujourd'hui quoi? Ça veut dire que tout simplement, nous devons en apprendre quelque chose. Si nous voulons avoir des taux de réussite, de bons taux de réussite, nous devons revenir à les normes dans les classes. On ne peut pas avoir des classes où il y a 80 personnes et demander qu'on ait la qualité. Ça veut dire que donc si on retourne aux normes pédagogiques qui consistent à avoir 30, 35, au maximum 40 élèves dans une salle, et qu'on essaie également de voir, disons, de voir un petit peu le socle minimal sur lequel nous allons travailler. Parce que quand même, aujourd'hui, nous avons toutes les connaissances, ce que je dis souvent à nos étudiants, sont dans Internet. Vous avez toutes les ressources qui sont dans Internet. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous devons apprendre donc de cette maladie, à savoir comment est-ce que nous allons maintenant, disons, dimensionner nos programmes dans les classes, dans les universités également. Savoir quel est le minimum dont l'étudiant ou l'élève a besoin pour pouvoir aller maintenant compléter ce qu'il recherche à partir du Alors, certaines personnes disent qu'à cause du coronavirus, certaines épreuves étaient faciles. Est-ce que vous pensez que... Non, je ne sais. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que moi j'ai du respect par rapport aux collègues qui sont désignés
pour choisir les examens. Vous le rejoignez, c'est du mérite. Non, c'est du mérite. Moi, je ne peux pas prétendre avoir une plus grande probité morale par rapport à ces collègues-là. Ensuite, il faut savoir également que les élèves ont eu du temps. C'est-à-dire que les élèves ont eu le temps d'apprendre, les parents se sont investis, il y a eu des cours à travers donc des canaux de télévision, mais des cours de renforcement. Ça veut dire que l'élève a à la portée de ses mains plusieurs sources pour accéder au savoir. À travers d'abord les cours en ligne, à travers également les canaux d'enseignement à distance qui sont mis à sa disposition. Tout en sachant qu'ils ont été quand même confrontés à des difficultés. Mais c'est vrai. Il y a eu une rupture d'égalité. Ça, il ne faut pas le nier. Il ne faut pas le nier. Il y a eu une rupture d'égalité dans les chances entre élèves. Parce que quand même, les élèves qui étaient dans les zones urbaines sont beaucoup plus nantis par rapport aux élèves qui étaient dans les zones rurales où effectivement la couverture pouvait faire défaut, aussi bien la couverture en électricité que la couverture en Internet. Donc, forcément, il peut y avoir donc des ruptures d'égalité. Mais en tout état de cause, je veux dire que les élèves qui ont réussi, j'estime en âme et conscience, en toute sincérité, qu'ils ont été très méritants parce que quand même, ils ont eu le temps d'apprendre. Ils ont eu le temps également d'être bien encadrés à travers donc, un dispositif de réduction d'effectifs dans les classes. Mais également, comme il l'a dit, on a mobilisé tous les enseignants pour venir suppléer donc, aux autres enseignants qui avaient en charge donc, les classes d'examen. Ça veut dire qu'il y a eu un ensemble de dispositifs qui a été mis en place et ce sont ces dispositifs-là qui ont permis en tout cas d'arriver à ces résultats. Donc, nous devons en apprendre. En apprendre, c'est quoi? C'est faire en sorte que dans les années prochaines... Et pour le bilan, justement, est-ce qu'on peut parler d'un bilan satisfaisant? Mais quand vous prenez le Sénégal, vous avez, comme vous le dites, vous avez un taux de réussite qui tourne au baccalauréat. Vous avez plus de 48%, je disais tout à l'heure. Vous avez au baccalauréat 48%, mais on a plus de 72%. Au BFM, on a eu 74,5% de taux de réussite. Au CFE, nous avons eu 72,8% au CFE. Ça veut dire que 48, et pour les bacs, les gens sont un peu satisfaits, mais pour moi, c'est encore timide, parce qu'on ne peut pas se satisfaire d'un taux de réussite de moins de 50%. C'est-à-dire que dans un pays normal, le taux de réussite au baccalauréat doit avoisiner les 80-85%. Donc si on se glorifie d'un taux de réussite de 48%, ça veut dire que donc, nos ambitions sont encore très faibles. Donc, pour nous, il y a encore des efforts à faire pour nous permettre donc d'arriver à des taux de réussite au baccalauréat qui avoisineraient les taux. Il y a encore des efforts à faire. Quels sont ces efforts? J'aimerais bien que vous puissiez réagir par rapport à cela. Quels sont ces efforts? Ces efforts-là, c'est comme il l'a dit, il y a des problèmes, il y a des inégalités quand même sur le fait de dispenser des cours. Il y a des élèves qui n'ont pas malheureusement pu bénéficier de ces cours à cause de la couverture de l'électricité, de la couverture de l'Internet, etc. Donc c'est des problèmes quand même d'inégalité qu'il faut essayer de résoudre. Il y a aussi, comme il l'a dit, essayer quand même de parfaire nos systèmes éducatifs, mieux renforcer les enseignants, les former dans le numérique pour qu'à l'avenir, parce qu'il y a une surprise, les gens ne s'attendaient pas à cette crise. Les élèves ont déserté les écoles, il fallait faire face. Donc, si les enseignants n'étaient pas bien, plusieurs enseignants n'étaient pas bien armés par rapport à cette éducation numérique. Donc, il faut vraiment, il faut apprécier aussi qu'il y a eu quand même des résultats vraiment, d'une manière générale, satisfaisants. Par rapport au baccalauréat, par exemple, nous n'avons jamais atteint ce taux-là. Même on dit ça, c'est le taux national. Il y a des régions qui ont eu plus de 60% de réussite au baccalauréat. Vous voyez? Donc, vraiment, cette année, quand même, il y a eu, comme l'a dit le professeur, on doit dire que nous avons eu de bons résultats, mais il ne faut pas aussi être, comment dirais-je, il faut essayer de voir comment améliorer encore plus. Parce que, comme si vous regardez le cas de la France, par exemple, ils n'ont jamais eu moins de 80% au bac. Les années passées, on avait plus de 80% de réussite au baccalauréat. Alors qu'au Sénégal, les gens sont satisfaits par rapport à un peu moins de 50%. Alors, on va bientôt terminer. Une dernière question pour vous. Comment atténuer l'impact du coronavirus dans l'éducation en Afrique pour l'année 2020-2021? Ensuite, je donnerai la parole à M. Fall. Juste quelques... Oui, en Afrique, moi, je vais d'abord, l'expérience que je connais la mieux, c'est l'expérience sénégalaise. Comment atténuer l'impact du coronavirus dans le système éducatif, par exemple, sénégalais, c'est de poursuivre
cette démarche déjà entamée avec les autorités administratives, les autorités éducatives du Sénégal, notamment le ministère de l'Éducation, qui associe les différents acteurs de la communauté éducative pour essayer de trouver des solutions par rapport, de poursuivre cette démarche-là pour l'année scolaire à venir, mais aussi essayer de revoir et de maintenir le protocole sanitaire et le protocole pédagogique pour mieux améliorer les enseignements, apprentissages et encore mieux développer l'éducation numérique. Parce que c'est pour en même temps alterner les enseignements présentiels et aussi l'enseignement à distance. Si on se focalise sur ces deux formes d'enseignement, je pense qu'on pourra résoudre le problème et limiter l'impact du coronavirus dans le système. Et que diriez-vous par rapport à cet impact? Comment atténuer l'impact du coronavirus dans l'éducation en Afrique pour l'année 2020-2021? Je pense que il y a plusieurs actions à... Et vous avez quelques secondes, voilà. Malheureusement. Donc, je pense que d'abord, il faut, comme il a dit, il faut continuer vers la mise aux normes de tous les établissements d'enseignement public et privé. Ça, c'est fondamental. Parce que quand même, il faut qu'on se départisse des abris provisoires. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, il y a... dans le cadre également de la formation donc, des enseignants, c'est primordial également, il faut que les enseignants puissent être également capacités dans ce domaine-là, mais également, il faut retourner au principe fondateur donc, d'un enseignement de qualité, à savoir donc l'équité, mais également l'effectif, disons, la réduction des effectifs dans les classes. Parce que ça également, c'était un enseignement particulier de cette pandémie-là. Il faut avoir des classes qui sont humainement gérables. Ça, c'est la deuxième chose. Maintenant, il faut également, malheureusement, on n'a pas eu le temps de parler de l'université de l'enseignement supérieur, mais il nous faut également développer la recherche. Parce que la recherche, elle est fondamentale pour nous en Afrique. Vous l'avez dit, on n'a pas assez de temps et c'est la fin de cette émission. J'étais ravie de vous avoir sur ce plateau. Siley Gorbal, si vous êtes président de la Coalition nationale éducation pour tous du Sénégal. Oui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci à vous également, Malick Fall. Vous êtes secrétaire général du syndicat autonome de l'enseignement supérieur. Merci également à vous. Tout à fait. Merci beaucoup, madame. Ça a été un plaisir d'avoir partagé cette émission avec Siley Gorbal et puis d'avoir également pu répondre modestement à vos questions. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. À très bientôt sur Média TV Afrique.